Je vous propose de débuter. On aura une session assez dense, comme je vous le disais. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette seconde session sur le sujet de la décarbonation de son entreprise dans le cadre du programme fournisseur durable. Donc voilà, toujours Émile Zedine pour présenter ce programme. Donc, je suis en charge des PME et des fédérations professionnelles et des chaînes de valeur au sein du Pacte mondial Réseau France. Quelques conseils comme la dernière fois, donc n'hésitez pas, et c'est vraiment l'intérêt de ces sessions, à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou en levant la main, je pourrais vous donner la parole sans souci. Et soyez attentifs lorsqu'un participant prend la parole, mais je pense que vous avez toutes et tous votre micro coupé. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 11 mars, pour la deuxième session du programme fournisseur durable. Donc, comme je le disais en introduction, cette session aura pour thème la démarche de décarbonation d'une entreprise. Et on va tout de suite pouvoir passer au sommaire. On aura, comme je disais, une première partie théorique où je vous expliquerai pourquoi le climat se dérègle, quelles en sont les causes, mais également quelles en sont les conséquences, à la fois pour les sociétés et pour les entreprises. Et on aura une seconde partie pratique où je vous expliquerai les étapes clés pour engager, enclencher une démarche, une stratégie de décarbonation. Je vous présenterai également quelques ressources, que ce soit des outils ou des recommandations de financement. Parfois, et vous verrez que c'est un vrai sujet, on a des entreprises, notamment des PME, qui sont assez engagées sur ces sujets, mais qui bloquent au moment du financement des investissements. Le sujet de la décarbonation, c'est un sujet qui peut impliquer des investissements assez massifs, assez conséquents. Et donc voilà, je vous donnerai quelques pistes pour financer vos projets, que ce soit des financements, des prêts, des subventions. Il en existe beaucoup et ils sont malheureusement trop peu connus. Un petit point sur une étude de cas assez rapide pour rendre concret également les sujets qu'on aura vus et évidemment quelques minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Je les prendrai pour certaines au fil de l'eau et pour les autres en fin de session. Donc, les objectifs de la session du jour sont triples. Premièrement, que vous compreniez mieux les fondamentaux du changement climatique sur un pan théorique. Deuxièmement, que vous découvriez les étapes clés d'une stratégie climat. Et troisièmement, comme je le disais, que vous découvriez des ressources, que ce soit des outils ou des financements. Donc, on va tout de suite passer sur la première partie, donc partie théorique, où l'enjeu est de vous expliquer pourquoi justement le climat se dérègle, pourquoi les températures se réchauffent. Ça va être l'enjeu de cette première partie. On va tout d'abord parler du phénomène de l'effet de serre. C'est un phénomène qui est assez connu, ou en tout cas que tout le monde a généralement déjà entendu, mais dont le phénomène physique, le processus n'est pas forcément bien clair pour tout le monde. Voilà, j'ai une petite slide pour vous l'expliquer, une slide qui est tirée de ressources de l'ADEME 2021. Donc le phénomène, en fait, peut être synthétisé en trois points. Premièrement, je pense que vous le savez toutes et tous, le Soleil nous envoie continuellement un rayonnement. Et en fait, il y a une fraction de ce rayonnement qui est directement absorbée par la Terre, ce qui a pour conséquence de la réchauffer directement, et le reste de ce rayonnement qui est réfléchi par la surface de la Terre. C'est un effet que vous avez peut-être déjà entendu, c'est l'effet d'albédo. Voilà. Troisième point, une partie du rayonnement qui est réfléchi par cet effet d'albédo est absorbée par certains gaz qui se trouvent dans l'atmosphère, puis réémis vers la surface de la Terre, ce qui conduit à un réchauffement davantage important. Donc c'est ça l'effet de serre. Donc là, vous avez une schématisation assez bien faite de la part de l'ADEME à droite. Sans effet de serre, la température moyenne sur Terre serait de l'ordre d'environ moins 18 degrés. Il n'y aurait pas forcément de vie sur Terre, pas forcément d'eau liquide. Grâce à l'effet de serre, on a de l'eau liquide et on a de la vie sur Terre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'effet de serre, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, mais qui, vous allez le voir, a été amplifié par les activités humaines. Pour bien comprendre justement l'effet des activités humaines sur le climat, il faut parler de gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre sont les fameux gaz que j'évoquais à l'instant. Il y en a de plusieurs types. On va retrouver le fameux CO2, le dioxyde de carbone. On va retrouver également le méthane. On va retrouver d'autres gaz que vous avez affichés à l'écran. En voici quelques exemples. Donc, le dioxyde de carbone, le CO2, c'est lié à la combustion des énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz, également à d'autres facteurs, notamment la déforestation et le retournement des sols. Le méthane, c'est principalement lié à l'usage d'engrais azotés et aux activités agricoles. Et voilà, on a aussi le protoxyde d'azote, par exemple, qu'on retrouve dans les gaz à effet de serre.
Information importante de ce slide, c'est que les gaz à effet de serre sont en augmentation constante depuis au moins 30 ans. Donc vous avez un chiffre qui s'affiche, 60 milliards, on peut arrondir, de tonnes d'équivalent CO2 émises par les activités humaines en 2019. La tonne équivalent CO2, c'est un indicateur très intéressant et important. C'est en fait une unité de mesure qui permet de comparer le pouvoir de réchauffement des différents gaz à effet de serre. Donc, il permet d'avoir des comparaisons également temporelles sur l'évolution des gaz à effet de serre. Une tonne équivalent CO2, c'est le pouvoir de réchauffement d'une tonne de CO2. Et donc, comme ça, on peut comparer le CO2, le méthane et d'autres gaz à effet de serre. Voilà, vous pouvez retenir pour le moment ce chiffre de 59-60 milliards de tonnes équivalent CO2 rejetées par les activités humaines en 2019. Peut-être que pour le moment, ça ne vous parle pas beaucoup, mais on verra quelques ordres de grandeur un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on a une très nette augmentation de la température moyenne sur Terre. On a ces graphiques du GIEC qui sont fondateurs, très importants. Vous avez à gauche l'évolution de la température moyenne sur Terre depuis environ 2000 ans. Vous voyez avec des variations assez maintenues au cours des 1850 premières années et une augmentation très nette, significative sur les 150-170 dernières années. Donc voilà, c'est évidemment lié aux activités humaines, évidemment lié au processus d'industrialisation qui a cours depuis le début du 19e siècle. Vous avez aussi un graphique très intéressant à droite où on remarque en vert la température qu'on aurait pu constater euh, associée à des facteurs uniquement naturels, donc sans l'activité humaine, associée à des facteurs tels que l'activité solaire, volcanique. Vous voyez qu'il y a une variation, mais qui est très maintenue, très contenue. Et vous avez en orange, en marron, ce qu'on a observé. Donc, on a aussi là la preuve que l'activité humaine a une incidence forte sur le climat. Chiffre intéressant à retenir, la décennie 2014-2023 a été 1,2 degré plus chaude que la période 1850-1900. 1,2 degré, ça peut paraître assez faible, mais il y a une métaphore que j'aime bien employer, c'est un peu comme la fièvre. Si vous avez 1 degré supplémentaire, 2 degrés supplémentaires, vous êtes au fond du lit et assez mal. 3-4 degrés supplémentaires, vous êtes à l'hôpital et votre pronostic vital est potentiellement engagé. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un phénomène qui est pas linéaire et que chaque degré supplémentaire, dixième, centième, millième, peut avoir des conséquences assez gravissimes et on le verra juste après. Alors, petite question que j'ai à vous poser. En 2015, vous le savez peut-être, les États sont justement engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir une température moyenne d'ici à 2100 à un certain nombre que vous allez devoir deviner. C'était les fameux accords de Paris. Est-ce que, selon vous, les États se sont engagés à maintenir, à contenir cette température moyenne d'ici 2100 à 1,5 degré, de préférence 1,3, à 2 degrés et de préférence 1,5, ou à 3 degrés et de préférence 2 degrés? Vous pouvez répondre dans le chat et je vais commenter juste après. Alors, je vois beaucoup de 2 degrés et de préférence 1,5, 3 degrés, 1,5. Oui, en effet, c'est bien la réponse numéro 2. Donc, dans le cadre des accords de Paris, les États membres des Nations Unies se sont en effet engagés à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir une température moyenne sur Terre à l'horizon 2100 de l'ordre de 2 degrés, avec des efforts soutenus maintenus pour la maintenir à 1,5 degré. Ce qu'il faut retenir, et c'était la slide précédente, c'est qu'on est déjà sur la décennie 2014-2023 à plus 1,2 degré. OK? Donc l'objectif est celui-ci et il est très ambitieux. Pour objectiver ou en tout cas donner une image, une visualisation à cet objectif assez ambitieux, on a ce graphique du GIEC qui est très bien fait et synthétique. Je vais prendre quelques instants pour l'expliquer comme il est vraiment important. Vous avez donc l'axe temporel en bas de 2010 à 2060. Sur l'axe des ordonnées, vous avez les quantités de gaz à effet de serre émises, donc chaque année par rapport à la droite qui s'affiche. On retrouve en 2019 nos environ 60 gigatonnes de CO2. Et donc vous avez en noir
ce qu'on a constaté, donc la tendance historique depuis 2010, avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez en pointillé la tendance historique en prenant en compte les engagements des États. Donc, actuellement, les États sont engagés à des plans de réduction de gaz à effet de serre. En prenant en compte ces objectifs de réduction, on s'oriente vers la tendance qui s'affiche en violet. OK? C'est cette droite-là qui s'affiche. Et en fait, c'est là où il y a un vrai challenge, un vrai défi. La tendance qui serait nécessaire pour respecter les accords de Paris sur un scénario 2 degrés et 1,5 est celle qui s'affiche en bleu et en turquoise. Ce qui veut dire, si on synthétise, que la dynamique vers laquelle on s'oriente en prenant en compte les engagements des États est, encore une fois, très largement insuffisante à ce qu'il serait nécessaire de faire pour respecter les accords de Paris, scénario 2 degrés et 1,5. C'est ça que ce graphique dit. C'est un graphique important parce que voilà, il schématise assez bien euh, le défi des accords de Paris. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est si on ne prend pas en compte les engagements des États et qu'on poursuit la tendance historique, c'est une droite qui va vers le haut, très largement. Quelques questions pour rendre tout cela un peu plus concret. Je sais que c'est des sujets qui peuvent paraître très théoriques, mais on va essayer de le rendre le plus pragmatique possible. Je vais essayer de vous faire deviner enfin, vous allez essayer de deviner d'ailleurs quelques ordres de grandeur qui vous seront, vous verrez, très utiles potentiellement dans le cadre de vos bilans carbone. On va essayer d'expliquer ce qu'est une tonne équivalent CO2 d'un point de vue compréhensible. Premièrement, est-ce que vous avez une idée de ce qu'un an de consommation moyenne de viande d'un Français moyen pourrait émettre et générer en termes de tonnes équivalent CO2? Donc, la première question est la plus dure, ensuite vous aurez un point de référence. Mais voilà, si vous avez déjà peut-être des idées, n'hésitez pas à répondre. Alors, je vois une tonne, 0,8, 40, on a des gros écarts, 30, ok, 10, 10, 2 tonnes. Ok, donc on a des réponses qui varient largement. Alors, un an de consommation moyenne de viande d'un Français moyen, c'est environ une tonne, 0,9, enfin 900 kilos, on pourrait dire, mais arrondissons à une tonne. Ce qui nous mène à notre deuxième question, que vous pouvez essayer d'estimer ce à quoi correspond en tonnes équivalent CO2 10 000 km parcourus par une voiture essence. Alors, environ 1, 15, 3, 1, 5, 2,4. Pareil, ok. 3, 0,5. Je vais vous donner la réponse. C'est environ 2 tonnes 2. En sachant que 10 000 km parcourus par une voiture essence, c'est environ ce que parcourt en moyenne un Français chaque année. Est-ce que vous savez ce que représente une place pour un aller-retour Paris-Sydney en avion? Une place pour une personne, hein, pas tout l'avion, l'aller-retour. Alors 4 tonnes, 1 tonne, 5 tonnes, 12 tonnes. On est entre 1 et 12 environ. 400 kilos. C'est environ 5 tonnes pour une personne l'aller-retour. C'est voilà, c'est un chiffre aussi à garder en tête. Et enfin, dernière question qui est très importante. Selon vous, pour respecter les accords de Paris, c'est-à-dire pour ne pas dépasser 2 degrés en 2100, à combien devrait s'élever l'empreinte carbone moyenne d'un individu par an, ce qui correspond à l'ensemble des postes d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, que ce soit l'alimentation, les loisirs, l'habillement, le logement, les déplacements, etc. Alors, 1 tonne, 6 tonnes, 0,5, 5, 10. Donc, tout poste d'émission confondu. 100 tonnes, OK. On est à 2 tonnes. Ce qui veut dire que pour respecter ces accords et limiter la température moyenne à 2 degrés à l'horizon 2100, il faudrait que l'ensemble des postes d'émission de tous les individus dans le monde ne dépassent pas ces 2 tonnes. Évidemment, et c'est important de le rappeler et de le dire, l'objectif n'est pas du tout de vous culpabiliser, mais c'est de bien faire prendre conscience que des transformations assez systémiques s'imposent, à la fois des pouvoirs publics, mais également des entreprises. Et c'est là où vos entreprises ont un rôle à jouer pour proposer des alternatives moins carbonées
qui vont dans le sens du respect des accords de Paris. On va continuer avec quelques questions pour aussi vous faire comprendre qu'il y a de grosses disparités territoriales géographiques sur ce sujet. Est-ce que vous savez lequel de ces pays émet le plus d'émissions de CO2 par habitant? Est-ce que c'est la Chine, l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les États-Unis selon vous? Alors, beaucoup de personnes disent les États-Unis, je vois. La Chine également, par habitant, hein, je le rappelle. Donc plutôt les États-Unis, j'ai l'impression. Ok, on va tout de suite voir la réponse. Alors, c'est d'abord le Qatar avec environ 36 tonnes de CO2 par habitant et par an. Ensuite, l'Arabie Saoudite avec 18 tonnes environ. Ensuite, les États-Unis avec environ 15 tonnes et finalement la Chine. Donc, c'était là le petit piège, c'était bien par habitant et pas pour la nation tout entière. Deuxième question, selon vous, parmi ces pays, lequel émet le moins d'émissions de CO2 par habitant? Est-ce que c'est la France, le Pakistan, le Pérou ou l'Égypte? Alors, beaucoup de personnes disent le Pérou, quelques personnes le Pakistan, un peu l'Égypte. Personne ne dit la France, je crois. Alors, les réponses, donc, la France émet le plus parmi ces pays, environ 5 tonnes d'équivalent CO2, de CO2 même. Vous verrez que j'aurai un petit aparté sur un chiffre qu'on entend souvent qui est de l'ordre de 10 tonnes d'empreinte carbone par an et par habitant en France. Donc voilà, peut-être que c'est une question que vous vous posez, pourquoi ici s'affiche environ 5 tonnes, alors que dans beaucoup de médias, on parle de 10 tonnes. Je ferai l'aparté juste après. L'Égypte, environ 2 tonnes. Le Pérou, 1 tonne 6 environ. Et le Pakistan, environ 1 tonne. Voilà, c'est aussi des ordres de grandeur à avoir en tête. On a des pays comme le Qatar qui émettent énormément, de l'ordre de 36 tonnes, 35 tonnes. Des pays qui émettent beaucoup moins, comme le Pakistan, de l'ordre de 1 tonne. Rappelons l'objectif qui est de 2 tonnes hein, par an et par habitant, tout poste d'émission confondu. On a cette carte qui synthétise bien les disparités géographiques qui peuvent exister. Vous avez des pays très émetteurs de CO2, en rouge foncé, en orange foncé, des pays beaucoup moins émetteurs en jaune pâle qui s'affichent. Les pays les plus émetteurs sont notamment basés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Les pays les moins émetteurs sont notamment basés en Afrique. Je tiens aussi à souligner que l'échelle n'est pas linéaire. Vous voyez qu'on part de 100 tonnes de CO2 et qu'on arrive à 20 tonnes en fin d'échelle. Ce qui est important de noter, c'est que beaucoup donc, de pays développés émettent des quantités assez conséquentes de CO2. Les pays moins développés ou en développement, notamment en Afrique, en émettent beaucoup moins, mais seront certains des pays les plus menacés par les conséquences du dérèglement climatique, comme on le verra un peu plus tard. Je ne vais pas vous diffuser cette vidéo, mais je vous la recommande fortement. Elle explique en fait pourquoi il y a un sujet de méthodologie sur ce sujet de la comptabilité carbone et pourquoi justement pour la France, on va retrouver à la fois 10 tonnes d'empreinte carbone et 5 tonnes d'inventaire territorial. En fait, pour faire simple, on a deux façons de calculer les émissions de gaz à effet de serre dans un pays donné, soit en prenant l'ensemble des émissions émises par le pays et en le divisant par le nombre d'habitants. C'est ce que je vous ai proposé sur les slides précédentes, ce qui donne environ 5 tonnes de CO2 par an et par habitant en France. Première méthodologie, première méthode de calcul. Soit, et c'est la deuxième méthode de calcul, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est en prenant en compte les importations et les exportations. En fait, on va considérer qu'un téléphone qui a été produit en Chine et qui va être utilisé en France, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de ce téléphone ne doivent pas être comptabilisées pour la Chine, mais pour la France. Ça, c'est la méthodologie par empreinte carbone. Et si on calcule par empreinte carbone, on monte à 10 tonnes d'équivalent CO2 en France par an et par habitant. Donc, vous voyez, 5 tonnes en inventaire territorial sans prendre en compte les imports-exports, 10 tonnes en empreinte carbone en prenant en compte les imports-exports.
Ce qui veut dire qu'en fait, la France, c'est comme beaucoup de pays développés d'ailleurs, ont délocalisé, on pourrait dire, leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un facteur à avoir en tête qui peut être important dans le cadre de vos réflexions. Sur les grandes masses des émissions de gaz à effet de serre, les voici dans le monde et en France. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents comparables. Donc, on va se suffire de ces chiffres de 2010. Donc, vous avez à gauche les émissions de gaz à effet de serre mondiales par secteur économique en 2010, donc environ 50 gigatonnes d'équivalent CO2. Voilà, les grandes masses qui s'affichent, on a environ un quart lié à l'électricité, un quart lié à l'agriculture, un cinquième à l'industrie, 14% au transport, et voilà, d'autres postes d'émissions également qu'on peut retrouver. En France, c'est un peu différent. On trouve premièrement les transports, puis l'industrie, puis l'agriculture, puis le résidentiel, etc. Avec l'électricité qui finalement ne fait que 5% de nos émissions totales, car on a recours, notamment via le nucléaire et d'autres sources d'énergie, à des énergies moins carbonées. Voilà, c'est quelques chiffres à avoir en tête intéressants. On a vu les causes du réchauffement climatique, les disparités géographiques. On va maintenant s'attarder aux conséquences du sujet. Voilà, il y a une vidéo aussi que je vous recommande qui est très bien faite du Monde qui sera dans le support de présentation qui explique que le dérèglement climatique entraîne des problèmes, des défis en matière de disponibilité en eau douce, de sécheresse et d'incendies qui sont de plus en plus fréquents et intenses, de même pour les inondations. Également un sujet au niveau de l'élévation du niveau de la mer. Ce n'est pas parce que la banque qui se fond, ça c'est une idée reçue que vous avez peut-être, ou en tout cas qui est parfois courante, mais c'est parce que les océans se dilatent en captant du CO2. Des défis en matière de biodiversité et en matière de santé des populations, évidemment, notamment dans le cadre d'épisodes de canicule. Voilà, je vous invite fortement, lorsque vous aurez le support, si vous le souhaitez, et si ça vous intéresse, à aller consulter la vidéo du Monde. Il y a aussi beaucoup de menaces et de défis pour les entreprises, plusieurs sujets qui ont notamment été mis en exergue par la Commission européenne dans un rapport assez bien fait. Des défis en matière d'infrastructures et de bâtiments. En effet, si vos bâtiments sont dans des zones inondables, sur une côte qui va s'éroder, l'intégrité du bâtiment peut être remis en cause assez facilement. Des défis en matière d'énergie avec un coût qui est beaucoup plus volatile et qui peut peser sur les comptes de vos entreprises. Des défis en matière d'assurance avec des activités qui potentiellement demain ne seraient plus assurables, avec des primes d'assurance qui seraient extrêmement élevées. Donc aussi à avoir en tête, c'est un sujet dont on parle assez peu, mais qui va être assez stratégique pour les entreprises dans les années à venir. Des défis sur les sujets agricoles et des forêts, évidemment, avec des plantations, des semences qui pourraient, dans certaines régions, ne plus être cultivables. Donc là, le rapport l'explique aussi assez bien. Sur le tourisme également, avec certaines régions qui seraient potentiellement trop chaudes pour accueillir des touristes, et donc avec des activités qui seraient amenées à se redispatcher. Et d'autres questions pour les entreprises sur les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement par exemple. Si certaines chaînes d'approvisionnement sont amenées à être coupées pour cause d'événements climatiques, ça peut remettre en cause, en question, l'activité de votre entreprise. Ça, je pense que c'est aussi des sujets que vous avez en tête. Voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le changement climatique, côté entreprise, c'est vraiment deux volets. C'est un volet réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est aussi un volet d'adaptation au changement climatique. Comment prendre en compte la réalité à venir en matière d'infrastructure, d'énergie, d'assurance, etc., dans le cadre de votre entreprise et comment vous y adapter, vous y préparer au mieux. Donc voilà pour la partie plutôt théorique. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ou est-ce que c'était assez clair? Juste avant de passer à la partie pratique. Très bien, merci Diane. Donc on passe désormais à une deuxième partie sur la partie justement pratique, sur les actions, excusez-moi, les démarches, les plans d'action que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises pour décarboner, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre société et de sa chaîne de valeur notamment. On ne va pas du tout aborder aujourd'hui, par manque de temps, désolé, la partie adaptation, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce sujet, à m'écrire. Je pourrais potentiellement vous donner quelques recommandations de guides, de ressources qui pourraient être pertinentes pour vos entreprises.
Alors, commençons avec une vue d'ensemble de ce qu'il est recommandé aux entreprises de faire sur ce sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quatre étapes synthétiques euh, pour justement décarboner son entreprise. Premièrement, c'est une étape importante, c'est sensibiliser ses équipes au changement climatique. Ça, c'est un point récurrent, vous le verrez en RSE. Ça part d'un constat clair qui est que les équipes, vos collaborateurs, seront beaucoup plus à même de mettre en place vos pratiques et vos démarches RSE et beaucoup plus motivés à le faire s'ils comprennent les enjeux et la nécessité d'agir. Donc, c'est une étape clé. Je vais vous donner quelques recommandations sur le sujet. Deuxième étape, c'est aussi un impératif, c'est réaliser son bilan carbone. En fait, on ne peut agir que ce sur quoi on a des données, que ce sur quoi on a eu l'occasion justement de mesurer l'impact de son entreprise. Donc, je vous expliquerai assez brièvement ce qu'est un bilan carbone et je vous donnerai aussi une recommandation si vous n'en avez pas encore fait un. Troisième étape, c'est élaborer un plan d'action une fois qu'on a mesuré l'existant, comment le réduire. Donc, encore une fois, je vous donnerai quelques bonnes pratiques. Et enfin, quatrième étape qui est clé, qui est parfois négligée malheureusement par des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens justement à mettre à disposition sur ces sujets, c'est suivre ses progrès, c'est-à-dire réaliser un bilan carbone à échéance régulière et communiquer sur ses résultats. Ça, c'est l'enjeu de transparence qu'on évoquait la fois dernière, mais c'est aussi un enjeu en matière de valorisation, de différenciation, notamment dans le cadre d'appels d'offres. Peut-être que c'est déjà le cas pour vous, mais il y a de plus en plus de grandes entreprises et même d'ailleurs de plus petites entreprises qui demandent à leurs fournisseurs, à leurs partenaires commerciaux, leur bilan carbone dans le cadre d'appels d'offres, dans le cadre de la relation commerciale. Donc, ça peut être un point différenciant, voire un point imposé d'ailleurs par certaines entreprises. Donc, première étape, sensibiliser ses équipes au changement climatique. À cette étape, l'idée est, comme je disais précédemment, de faire comprendre à vos salariés, à vos collaborateurs, à vos parties prenantes, pourquoi pas d'ailleurs, l'importance du sujet et pourquoi votre entreprise agit sur ce sujet. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe, qui peut parfois paraître un peu déconnecté des réalités très opérationnelles des entreprises. Pourtant, comme on l'a vu en partie 1, il y a des réels enjeux en matière de conséquences pour les sociétés, donc assez macro, mais également très micro en matière de conséquences pour vos entreprises, comme on le voyait sur les assurances, sur l'activité, sur les infrastructures, etc. Donc, agir sur ce sujet aujourd'hui, c'est à la fois un impératif moral, on pourrait dire, de contribution à une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le plan international, mais aussi un impératif, ou en tout cas un levier très stratégique pour se préparer, d'une part s'adapter au changement climatique, mais aussi, comme je disais un peu précédemment, pour valoriser ses efforts. Pour sensibiliser ces équipes, il y a plusieurs outils qui existent, ressources, il y en a même pléthore. Côté Pacte mondial, on a ce qu'on appelle l'académie. C'est un site d'e-learnings qui permet aux salariés en fait, des entreprises membres de voir des premiers cours de sensibilisation sur ces sujets et de former les salariés. Il y a aussi deux outils que vous connaissez peut-être, la fresque du climat et Deux Ce sont en fait des ateliers collaboratifs, interactifs, assez bien faits, qui permettent pour la fresque du climat de mieux comprendre les phénomènes et les interactions sur pourquoi le climat se dérègle et quelles en sont les conséquences, et pour Deux sur les leviers individuels et collectifs à la décarbonation. Deux ateliers aussi assez intéressants que vous avez d'ailleurs peut-être déjà fait de votre côté. Une fois que les équipes sont sensibilisées au sujet, un point essentiel, comme je disais, c'est la réalisation d'un bilan carbone. Un bilan carbone, si on le schématise via cette slide, c'est quoi? C'est un inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise à un moment donné. C'est un peu comme un bilan comptable, on pourrait dire, sauf que c'est pour les émissions de gaz à effet de serre. Et on va catégoriser, cataloguer ces émissions en trois scopes, en trois parties, on pourrait dire. Le scope 1 va regrouper les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la production, à la fabrication des produits de l'entreprise. Ça va notamment être associé aux sources de combustion pour la production, également aux procédés hors énergie, c'est plutôt pour les activités agricoles, ce point-ci. C'est un scope, le scope 1, qui va être très important pour les entreprises industrielles notamment, qui produisent directement les éléments qu'ils vendent.
Le scope 2, ça va regrouper les émissions de gaz à effet de serre indirectes associées à la consommation d'électricité et de chaleur nécessaires à la fabrication du produit ou du service d'ailleurs. On va y retrouver la consommation d'électricité et la consommation d'énergie autre que l'électricité. Euh, Par exemple, pour le gaz, enfin, il y a plein de, plein de possibilités qui existent. C'est un scope qui est généralement assez faible, qui va être un scope pour le coup assez important dans les sociétés de services tertiaires. Donc voilà, c'est le scope numéro 2. Et le scope numéro 3, pour faire simple, c'est tout le reste. Donc ça va regrouper toutes les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées directement à la fabrication du produit ou du service, mais à d'autres étapes du cycle de vie, que ce soit l'approvisionnement, le transport, l'utilisation, la fin de vie du produit. Donc on va y retrouver l'achat de produits et de services, le transport amont et aval, l'utilisation et la fin de vie des produits, les déplacements professionnels, domicile-travail, les déplacements des clients, etc. C'est un scope qui est extrêmement important, notamment pour les sociétés de services du secteur tertiaire. On va y retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes d'émission. On a certaines entreprises de services pour lesquelles ce poste d'émission va représenter 80-90% des émissions totales de l'entreprise. Donc voilà, on a 3 scopes, c'est ça qu'il faut retenir à ce moment-là. Petite question peut-être pour aussi avoir une ordre de, enfin une idée plus claire de votre niveau de maturité. Est-ce que vous avez déjà réalisé pour vos entreprises un bilan carbone ou pas du tout? Alors pas encore, non, non, non. Et donc c'est environ 50-50, j'ai l'impression, en projet à chaque fois, mais jamais appliqué. Pas encore, ok. Donc il y a ouais, quand même une majorité d'entreprises qui ne l'ont pas encore fait. Très bien, merci beaucoup. Euh, donc une fois qu'on a réalisé son bilan carbone, et je vous donnerai une ressource, un dispositif très bien fait pour les PME qui n'ont pas encore réalisé de bilan carbone en fin de session. Ce qu'il est préférable de faire, ce qui est même assez important, c'est de se fixer des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. De façon très concrète, vous faites votre bilan carbone, vous allez avoir un état des lieux. On va constater que votre entreprise émet 60 tonnes équivalent CO2, 200 tonnes, 5000 tonnes, avec une décomposition par scope. Une fois que vous avez cet état des lieux, ce bilan, l'idée est de réduire, si possible, ces émissions. Pour réduire ces émissions, cela implique des objectifs de réduction. Et en fait, ce qu'il est important et utile, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a une méthode, un dispositif qui existe pour avoir des objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui sont alignés sur les accords de Paris. Donc, c'est important à noter. Ça permet justement de ne pas aller au doigt mouillé et à tâtons et d'avoir un référentiel assez robuste sur lequel s'appuyer pour établir ces objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ce dispositif, c'est Science Based Targets, SBT, SBT en français. Et donc voilà, c'est une initiative qui vise à aider les entreprises à fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre alignés sur les attendus nécessaires pour maintenir l'augmentation des températures mondiales en dessous de 1,5 degré d'ici 2100 par rapport aux températures pré-industrielles, donc conformément aux recommandations de l'accord de Paris. C'est un dispositif qui est coporté par plusieurs organisations internationales, dont le Pacte mondial, CDP, WWF et le World Resources Institute. Je vais vous l'expliquer assez brièvement. Vous allez voir que c'est peut-être un peu complexe, mais je vais essayer de vulgariser le sujet pour vous faire comprendre en quoi fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre peut être assez complexe et en quoi ce dispositif peut potentiellement vous aider. Donc, ce que SBTI explique, c'est qu'il y a deux possibilités pour fixer des objectifs alignés sur les accords de Paris. Il y a la possibilité de fixer des objectifs sur le court terme, c'est-à-dire des objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 5 à 10 ans. OK? Et ces objectifs doivent être alignés sur un scénario 1.5. Je vais l'expliquer juste après. Deuxième possibilité, c'est vous fixer des objectifs à court terme, d'ici 5 à 10 ans, et des objectifs à long terme, c'est-à-dire d'ici 2050 au plus tard. Des objectifs qui doivent aussi être alignés sur une trajectoire 1.5 degrés. Ces objectifs SBTI, ce sont ce qu'on appelle des objectifs qui sont fondés sur la science, car ils sont conformes justement à la science climatique, alignés sur les accords de Paris. Je vais tout de suite vous expliquer de façon un peu plus pragmatique ce qu'on entend par là.
SBTI en fait propose des méthodologies qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs de réduction de gaz à effet de serre alignés sur les accords de Paris. C'est ce que je viens de dire. Vous avez l'ensemble des méthodologies qui s'affichent à droite. C'est un document qui est assez touffu, vous voyez. Vous pouvez le consulter si vous le souhaitez dans le support de présentation. Mais on va aujourd'hui s'attarder sur deux méthodologies qui sont les méthodologies utilisées pour fixer des objectifs à court terme sur les scopes 1 et 2. Il y a deux méthodologies qui existent et qui peuvent être utilisées. La première méthodologie, c'est si votre entreprise souhaite réduire ses émissions de scope 1 et 2, donc émissions directes et liées à l'énergie, à court terme. Ça veut dire sur une échéance de maximum 10 ans. En fait, ce que vous propose SBTI, ce qu'il vous recommande, c'est premièrement, première possibilité, d'avoir une approche de réduction absolue. Ça implique que les entreprises réduisent leurs émissions absolues au même rythme, quelle que soit leur performance, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. Et en fait, SBTI va vous proposer un minimum de réduction à atteindre pour être considéré comme aligné sur la science. Donc, dépendant de l'année de référence sélectionnée, et je vais vous montrer la ressource juste après, vous allez avoir un objectif qui sera préétabli. Exemple, si vous prenez l'année de référence 2020 ou avant, l'approche SBTI va vous préconiser d'avoir une réduction annuelle linéaire de minimum 4,2%. SBTI va vous recommander, vous conseiller de réduire à minima chaque année vos émissions de 4,2 degrés. 4,2%, c'est plus simple. Avec un objectif donc minimum de 42% des gaz à effet de serre à l'échelle 2030. Ça, c'est une approche qui peut être intéressante si vous ne savez pas du tout par où débuter. Vous allez aller justement sur le sur l'outil que j'ai mis à disposition dans le support de présentation. C'est un petit Excel qui est entièrement gratuit et accessible. Vous y remplissez quelques informations, l'année de base, donc l'année de référence de votre bilan carbone, vos émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2 et 3, scope 1 et 2 pour le moment. Et SBTI va vous calculer en quelques clics les objectifs sur lesquels vous pouvez vous baser pour avoir une approche assez robuste de réduction des gaz à effet de serre. C'est un outil qui est entièrement gratuit, sur lequel vous pourrez justement cliquer sur le lien hypertexte qui s'affiche dans le support d'activité et sur lequel vous pourrez justement vous baser pour établir vos plans de progrès. Première possibilité, donc c'est une approche par réduction absolue. SBTI va vous recommander, vous préconiser une réduction minimum chaque année en matière de gaz à effet de serre. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'intensité sectorielle. L'idée derrière est de dire que d'une entreprise à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, euh, les efforts de réduction de gaz à effet de serre, de décarbonation, doivent être soit plus soutenus, soit peut-être un peu moins soutenus, selon une activité donnée. C'est une approche qui va se baser sur des scénarios qui ont été établis par secteur d'activité. Il y a plusieurs scénarios qui existent pour le secteur de l'habillement, pour le secteur du ciment, pour le secteur financier, pour le secteur de l'énergie, de l'acier, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui soient pertinents et adaptés par rapport à votre secteur d'activité. Donc, contrairement à la première méthodologie, SBTI ne va pas vous donner, ne va pas vous recommander une réduction absolue, mais elle va vous recommander une réduction sectorielle. Ce qu'il est intéressant de constater également, c'est que ce que je vous ai présenté à l'instant, c'est des recommandations qui sont fournies par SBTI. Vous pouvez tout à fait aller consulter les benchmarks sectoriels qui ont été élaborés, ce qui vous donnera justement une première information sur les objectifs que vous pourriez vous fixer. Mais si vous le souhaitez également, vous pouvez vous engager auprès de SBTI. C'est une démarche là qui est par contre payante pour avoir une validation de vos objectifs. SBTI et ses experts vont en fait étudier votre plan de décarbonation et dire si oui ou non ce plan de décarbonation est aligné sur les recommandations de SBTI et compatible avec les accords de Paris. Donc, ça peut être quelque chose aussi à valoriser dans le cadre de votre démarche ASE. Ça donne aussi comment dire, une confirmation que vous êtes dans la bonne voie. Ça peut être intéressant. À savoir qu'il existe une procédure simplifiée pour les PME avec des montants prédéfinis. Donc, ça peut être 50% de réduction des émissions de scope 1 et 2 en 2030. Ça peut être d'autres scénarios également. Et ce que je vous recommande vivement, c'est, et vous le verrez juste après, d'aller consulter une ressource qu'on a conçue à gauche qui s'appelle le guide pratique pour renforcer l'action et l'ambition climat des entreprises, qui réexplique de façon plus
profonde, ce que je viens d'expliquer est plus détaillée et qui explique également comment vous engager auprès de SBTI, comment rédiger vos objectifs, comment les soumettre auprès de SBTI. Donc voilà, c'est une recommandation que je vous fais. Si vous n'avez ni le temps ni les moyens de le faire, n'hésitez tout de même pas à aller consulter les petits tableaux que je vous ai mis en pièce jointe pour avoir une première idée des objectifs qui pourraient être pertinents, soit en matière absolue, soit en matière d'intensité sectorielle par rapport à votre activité. Ça peut aussi être une bonne première action à mettre en place. Donc si on synthétise, on a une étape 1 qui est de former et de sensibiliser ses salariés, ses collaborateurs. Une étape 2 qui est de réaliser son bilan carbone et si possible de se fixer des objectifs alignés sur la science. Et une étape 3 qui va être évidemment de mettre en place des actions pour tenir ces objectifs. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les quick wins, les victoires rapides en bon français. C'est des actions qui peuvent être assez faciles à mettre en place et qui peuvent vous permettre de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. C'est des quick wins qui sont d'ailleurs assez généralisés dans les entreprises. C'est limiter le chauffage à 19 degrés, voire à 18 dans les bureaux. C'est réduire l'utilisation d'eau chaude sanitaire dans les bureaux. C'est inciter au télétravail. C'est privilégier le train plutôt que l'avion. C'est inciter au transport en commun, au covoiturage, au vélo, etc. Ça, c'est des actions qui sont assez globalement mises en place dans les entreprises. Voilà, si ça n'est pas déjà le cas, peut-être ça peut être intéressant de penser à les déployer. Évidemment, ce ne sont pas ces actions qui vont vous permettre de réduire drastiquement vos émissions de gaz à effet de serre. Cela va nécessiter une réflexion plus profonde sur vos procédés industriels si vous êtes une entreprise du secteur primaire. Et là, ça peut nécessiter des investissements assez conséquents pour décarboner l'outil industriel euh, sur l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc voilà, avoir une source d'énergie moins carbonée. Et sur les achats responsables, là, c'est un gros vecteur et un gros levier de transformation. Les achats dans une entreprise, c'est assez généralement 60% du chiffre d'affaires en moyenne. Et c'est une grande part des émissions donc de Scope 3 des entreprises. Il y a plusieurs rapports qui existent à ce sujet. Euh, il y a un rapport assez intéressant d'Accenture qui montre que 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la chaîne d'approvisionnement des entreprises et que dans ces 2 tiers d'émissions de gaz à effet de serre, une grande part des émissions ne sont pas directement émises par vos fournisseurs de rang 1, par vos fournisseurs avec lesquels vous avez des contrats, mais par vos fournisseurs de rang 2, 3 et plus. C'est en fait les fournisseurs de vos fournisseurs. Et là, c'est un sujet complexe parce que d'une part, il faut avoir une connaissance de sa chaîne d'approvisionnement et deuxièmement, il faut avoir des leviers d'action suffisants pour les inciter à se décarboner. Ça, c'est un vrai sujet, y compris pour les grandes entreprises sur le pouvoir d'influence qu'elles ont sur la décarbonation de leurs fournisseurs. C'est un vrai sujet. Il y a plusieurs pistes qui existent pour cela. Il y a premièrement réfléchir justement à ses achats en se posant la question, plusieurs questions d'ailleurs, qu'est-ce qu'on achète, à qui on achète, où est-ce qu'on achète et comment on achète, qui sont des questions assez piliers d'une démarche d'achat responsable. Euh, Parfois, acheter plus cher, moins loin, différemment, peut permettre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment, et on en a tout à fait conscience, à mettre en parallèle avec la réalité économique de vos entreprises, avec leur situation de concurrence, de compétitivité. Donc c'est un sujet qui est complexe. Il y a des bonnes initiatives, des bonnes pratiques qui existent à ce sujet également. C'est ce qu'on appelle les démarches collectives, les initiatives collectives. C'est lorsque plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité, même industrie, se mettent d'accord pour avoir une démarche commune sur le sujet des fournisseurs. Et à ce sujet, on a plusieurs exemples au Pacte mondial qui pourraient vous intéresser, et on en parlera d'ailleurs dans le cadre du respect des droits humains. On a par exemple l'exemple d'entreprises du secteur aéronaval qui avaient des activités en Chine et qui ont réussi par l'action collective, donc en se mettant à plusieurs, à aller faire des audits sur place et à enclencher une démarche RSE chez leurs fournisseurs, chez leurs sous-traitants. Donc parfois, ce qu'on n'arrive pas à faire seul peut être réussi à plusieurs. Il y a un outil aussi et un concept qui pourrait vous intéresser, c'est l'éco-conception. En quelques mots, c'est en fait une vision plus holistique du cycle de vie du produit, du service, qui va s'attarder et prendre en considération tous les impacts du produit à chacune des étapes de son cycle de vie.
de l'extraction à la fabrication, au transport, à l'usage, au tri, à la fin de vie, à la conception. Et l'idée est d'aller vers un cercle plus vertueux, où on aurait un produit dont l'usage et la fabrication ne seraient pas linéaires avec, des minerais qui seraient extraits, puis utilisés pour la production, puis utilisés pour la consommation, puis jetés, mais une démarche plus vertueuse où le produit serait recyclé puis réutilisé, dans la production, d'un produit neuf. C'est des réflexions qui ont, beaucoup, de succès auprès de grandes entreprises notamment, sur lesquelles, pas mal de groupes de travail, sont également, actifs. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à m'écrire, on a quelques ressources sur le sujet, qui pourraient vous être utiles. Et ça, c'est aussi un sujet intéressant d'un point de vue économique, où, ça va à la fois vous permettre de réduire vos impacts sur le climat, sur l'environnement plus globalement, parfois sur les droits sociaux, également, mais ça peut potentiellement vous permettre également de réduire vos coûts, de façon importante. Je vois qu'il y a plusieurs questions, je vais les prendre, juste après. Ce qu'il faut retenir, enfin, c'est qu'on s'est attardé aujourd'hui sur le changement climatique, mais que le changement climatique, et c'est important de le rappeler, est un sujet environnemental parmi d'autres sujets environnementaux également importants, dont la biodiversité, la gestion de l'eau, la gestion des ressources, et cetera. Donc si votre entreprise souhaite s'engager assez, pleinement sur les sujets RSE, gardez cette vision holistique justement, des sujets, en priorisant, et ça c'est aussi un point important qu'on verra en 4e session, évidemment selon vos sujets matériels prioritaires, significatifs. Alors je vais prendre quelques questions, vu que je vois qu'il y en a plusieurs juste avant de passer à la phase des ressources et des financements. Y a-t-il une date butoir pour réaliser le bilan carbone? Alors, il y a des obligations de bilan de gaz à effet de serre en France depuis la loi Grenelle 2, comme on l'indiquait l'autre fois. C'est des obligations qui concernent, notamment les grandes entreprises, de plus de 500 salariés de mémoire en France et de plus de 250 salariés en outre-mer. Et donc les entreprises, dans ce cadre-là, ont l'obligation de réaliser un bilan carbone, tous les 3 ou 4 ans, je crois, de mémoire. Et l'obligation de le publier sur le site de l'ADEME. Donc il y a une obligation de diffusion, de transparence également. Mais si votre entreprise est en dessous de ces seuils, vous n'avez pas d'obligation.